Eh bien, le bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papote BD. Aujourd'hui, on se parle de quoi? Aujourd'hui, on se parle de la différenciation des plans, qui est quelque chose que je remarque dans pas mal de bandes dessinées, où c'est un truc qui est vachement laissé derrière. Euh, Aujourd'hui, par exemple, avec tout ce qui est webtoon, il y a une habitude qui a été prise, c'est de mettre une espèce d'aura blanche autour du personnage. Alors ça vient du manga à l'origine avec les trames, mais dans les mangas c'était quand même un poil plus discret. Et il y a des moyens de faire ça par l'ancrage qui sont un peu plus élégants. Je suis pas la meilleure là-dedans, très clairement, mais c'est quelque chose que j'étudie parce que bah, j'aimerais devenir meilleure justement. Et pour Tomorrow, en l'occurrence, comme bah, du coup c'est une bande dessinée où je fais un travail de décor et tout ça. Alors je le fais sur Ligaré, c'est pas tant la question, mais sur Tomorrow, ça va être quand même beaucoup plus présent et il va y avoir quand même toute une partie de cases par rapport les unes aux autres, parce que dans Ligaré, c'est une problématique qui n'existe pas puisque les cases existent une à la fois en fait. À la limite, quand vous avez l'imprimé, vous les voyez l'une en face de l'autre, mais au final, elles se confrontent à elles-mêmes, elles n'ont pas besoin d'exister par rapport à une autre case. Le problème de découpage est entièrement différent. Ça, on peut en parler après si vous voulez. Bref. Le problème de distinction des plans, c'est quoi en fait? C'est de se dire, tiens, j'ai un personnage qui coexiste avec un décor ou avec un autre personnage. Et comment je fais pour que la lisibilité de cette image soit correcte et que du coup, dans le flux de lecture, parce que c'est ça qui joue aussi, ça se comprenne. Euh, je dis dans le flux de lecture parce que souvent, quand on est par exemple sur de l'illustration, c'est quelque chose dont on n'a pas la même nécessité. Alors c'est important, hein, ne nous méprenons pas, mais mais si vous avez besoin de regarder à deux fois une image pour comprendre, c'est qu'il y a un souci en général. Je le sais, enfin, c'est pas souvent que ça arrive ça, parce que maintenant les gens font quand même pas mal. Enfin, maintenant, les gens font attention, je trouve, quand même, globalement. Mais par exemple, la dernière fois, je regardais un live de Magic de Oko et en l'occurrence il y a une carte, alors putain je saurais plus vous citer la carte, bref il y a une carte où il y a dans cette nouvelle édition il y a une carte où il y a une personne qui fait une prise de judo, enfin en tout cas de corps à quelqu'un d'autre qui le soulève de terre, et donc on a une vue où en gros l'attaquant on le voit de dos, l'attaqué on le voit tordu en haricot avec la tête sous le bras de l'attaquant, mais du coup il y a dans la lecture on a l'impression que la tête est trop loin, que les épaules se... Enfin ça fonctionne pas en fait. Clairement il y a un problème, alors je pense que ça se règle assez facilement et si j'avais le temps, j'aurais la curiosité de prendre des images comme ça et de les analyser un peu plus en avant. euh, Cela dit, dites-moi si ça vous intéresse, parce que, alors, euh, c'est pas une question de corriger le travail d'un autre artiste, mais j'aime bien comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Parce que c'est des erreurs qu'on peut tous faire, hein, c'est comme le fait de mettre une main gauche à droite, etc. Et savoir pourquoi ça arrive, ça permet de pas le faire, ou du moins d'avoir des points d'attention qu'on n'aurait pas forcément eu avant, de comprendre pourquoi ça se passe. Euh, Moi, je sais que sur les garés, il y a des cases où ça plante. Il y a une case notamment avec Agalia et Paimon qui se lit mal. Parce que je sais pas, je crois que j'ai pas dessiné le deuxième bras d'Agalia, et du coup ça, il y a un truc qui est. Et sur le coup, ça me semblait une bonne idée parce que ça permettait d'épurer, mais en fait, au final, euh, une fois la case publiée, ça fonctionne pas. Donc voilà, tout ça, ça fait partie du fait de faire un effort sur, entre guillemets, l'ergonomie du coup d'une image. Alors c'est vrai en illustration, mais c'est d'autant plus vrai en bande dessinée, parce qu'en bande dessinée,
on essaye d'entraîner le lecteur dans un espèce de flux, dans un rythme de lecture, et du coup, si ça commence à merder à cause d'une mauvaise lecture ou d'un mauvais enchaînement de cases, parce que ça aussi c'est important, c'est-à-dire que là où en illustration, bah, vous avez une image qui suffit à elle-même et qui du coup se répond à elle-même, en bande dessinée, il faut que vous fassiez attention certes à l'image en tant que telle, mais aussi à l'image par rapport à la précédente et par rapport à la suivante. Si ça fait pas sens, en fait, du coup, ça marche pas. Donc c'est toute une histoire de plan, de zoom, de... voilà. La bande dessinée, de toute façon, quand on commence à s'approcher un peu, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour que ça marche vraiment bien. Et du coup, c'est par exemple pour ça que je trouve que des exercices comme les 23, 24, 25 heures sont intéressants. Parce que ça permet d'être confronté au réflexe un peu pavlovien de comment on met en scène et du coup de corriger ça. Euh, Parce que c'est vrai que la BD c'est quand même un art qui est assez long à faire. Donc on n'a pas toujours la bonne situation à mettre en page au bon moment. Alors que dans des exercices de challenge comme ça, euh, on a le, on a l'opportunité de forcer le réflexe sur certains problèmes de mise en scène et du coup de le corriger parce que on l'a vu et comme ça sort un peu dans la rapidité comme ça, c'est plus évident je trouve à analyser que quand c'est une page sur laquelle on passe des heures, on a tendance à... C'est un peu comme quand vous regardez trop longtemps un mot et que vous êtes plus sûr de l'orthographe en fait. c'est un peu le même, c'est un peu le même syndrome. C'est-à-dire que la page, au bout d'un moment, déjà vous en avez marre. vous avez juste envie de passer à la suivante. Et ensuite, y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas envie de revenir au bout d'un certain stade de, de, de temps de travail, quoi. Donc améliorer le réflexe d'origine, ça permet du coup de pouvoir se pencher sur des détails un peu plus fins sur des projets plus longs. En l'occurrence, ça peut s'améliorer par quoi? S'il faut qu'on trouve des pistes pour améliorer ce genre de choses, enfin de moi ce que j'en ai analysé, et il y a certainement des gens qui l'ont mieux analysé que moi, mais comme je suis au début du parcours, je dirais que il y a quand même effectivement tout ce qui est composition, tout ce qui est règle des tiers, position de l'horizon et des choses comme ça, c'est des choses qui sont très importantes. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai moins de difficultés parce que ayant été, je mets ça au passé, mais en fait je le suis toujours, mais étant graphiste, le sens de la mise en page pour moi c'est quelque chose qui est devenu assez naturel. Encore une fois, ça peut merder. Mais voilà, il y a des choses que je cale d'une certaine façon, comme si je calais du texte et non pas de l'image, quoi. Je réponds à des grilles, en fait, si vous voulez. Et donc déjà, cet aspect de mise en scène. Ensuite, il y a bien évidemment tout le côté ancrage. Et pour ceux qui ancrent pas, tout le côté valeur et ton. Il y a quelque chose qui, je trouve, est très bien quand on fait de la couleur. Moi, je le fais pas parce que du coup, je suis en noir et blanc. Mais je peux le singer, c'est le fait de désaturer le fond, parce que du coup ça permet d'avoir un espèce de, alors, de voile gris, j'entends très léger, hein, mais ça permet en fait de distinguer les plans. J'ai vu plusieurs auteurs-autrices le faire et je trouve que ça fonctionne bien. Ça évite les contours blancs. Les contours blancs, il y a des fois c'est nécessaire, je dis pas, mais pour ma part, si je peux l'éviter, je l'évite. Parce que en fait, je trouve que du coup, ça fait trop silhouette et j'aime pas trop. Ça sépare trop le personnage. Dans la vraie vie, on n'a pas une silhouette autour de nous blanche pour voir qu'on n'est pas notre décor. On n'est pas plat, quoi. Donc, il y a des moyens de le faire. Bien sûr, il y a tout le travail sur les ombres. Et évidemment, il y a aussi le travail de l'ancrage par l'épaisseur des traits, euh, par les trames, par des choses comme ça, par le détail aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie parce que c'est pas trop dans l'air du temps, mais on peut effectivement avoir un fond très simple et un personnage très détaillé. L'inverse marche aussi. En fait, souvent, ces histoires-là,
de distinction de plan, ça se règle en fait par des contrastes. Que ce soit un contraste de saturation dont je vous parlais tout à l'heure, un contraste d'épaisseur, un contraste d'ombre, un contraste de détail. Au final, à partir du moment où vous avez un parti pris, vous créez une distance entre le personnage et le fond. Et du coup, ça crée quelque chose d'intéressant. Et c'est pas forcément long, en fait, je pense, hein, quand on prend l'habitude et quand on l'intègre à sa charte graphique vraiment de son projet, je trouve que c'est intéressant et ça peut donner beaucoup de force aussi visuelle au projet. Je pense que c'est des choses, on prend pas trop le temps d'y réfléchir, enfin j'ai pas l'impression, encore une fois il faudrait que j'en parle avec d'autres, mais euh, je pense que ça vaut le coup de se poser la question. Pour renforcer la force graphique d'un projet, je trouve que ça vaut le coup de prendre ce temps-là. Maintenant, on n'a pas tous ce temps-là. Et par exemple, quand je parlais de saturation et que je disais que je pouvais le singer avec des valeurs de gris, tout simplement, avoir un fond qui, de base, a moins de contraste que le personnage. C'est-à-dire, par exemple, je l'ai fait sur certaines cases, alors que vous n'avez pas encore vu à cette heure-ci, mais sur certaines cases de Ligaré, c'est quelque chose que j'ai testé là sur les 10 prochains jours. Il y a une case où en l'occurrence j'ai un personnage qui est gris mais d'un seul gris, alors que normalement elle a des carreaux, elle a tout ça. Et l'autre personnage, lui, il est comme si je le dessinais normalement, c'est-à-dire qu'il a il a sa teinte de peau, il a la teinte de ses vêtements, il est teinté normalement, c'est-à-dire que je ne fais pas d'effet graphique dessus. Et le fait de faire ça, ça permet de créer déjà une distance entre les deux personnages, mais ça permet aussi, du coup par exemple le personnage que j'ai fait d'un seul gris, ça permet de le relier au décor et du coup de le mettre dans le fond, entre guillemets. C'est des choses qui sont intéressantes parce que, en fait, ça c'est aussi des éléments de narration. C'est-à-dire que, moi c'est ça que je trouve génial en bande dessinée, c'est que tout peut servir à la narration, au final. N'importe quel moyen graphique ou scénaristique, au final, est un outil pour avancer un élément scénaristique. Alors, je vais pas dire que je le fais peu sur Ligaré, parce que sur Ligaré, ça a une teinte différente. C'est-à-dire que Ligaré, j'agis vraiment sur des formulations de phrases, des détails sur les personnages. Voilà, c'est des choses qui sont assez... je vous expliquerai pas... je vous expliquerai pas in situ les situations entre les personnages et je ferai pas ça. Enfin voilà. Autant Ligaré, il y a une part de moi, parce que ça a été mon ouvrage de référence, qui a envie de faire un genre de pseudo-monarchia Daemonum, parce que c'est l'ouvrage qui a donné envie de créer Ligaré. Donc de créer un pseudo-monarchia pour Ligaré, c'est-à-dire une espèce d'encyclopédie démonique pour ça, mais qui du coup ne vous donnera pas de détails sur l'histoire, mais qui vous donnera du lore, de l'histoire. Mais ce serait intéressant. Ça vous expliquera pas les détails, mais ça vous expliquera l'écosystème, on va dire. Mais par exemple, pour Black Ring, c'est quelque chose qu'il y a peu de chances que vous ayez, quoi. Vraiment, et je veux juste détailler ça par des petites histoires, et par des interactions, et par des choses comme ça. Mais c'est ça qui est génial en bande dessinée, c'est que si vous y regardez d'un peu plus près, il y a des éléments que vous pouvez lire entre les lignes. Et c'est aussi vrai pour l'illustration. Et l'illustration, je parle peinture, je parle tout ça. Quand on a les codes de certains artistes, il y a des choses qu'on lit différemment. Et dans le cinéma, c'est vrai aussi. Enfin, toute forme de création, au final, a ses codes. Et ces codes-là permettent d'ajouter un niveau de lecture sur l'œuvre. Et en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'élément de langage, c'est-à-dire le style de la création. Donc par exemple là, la bande dessinée. Après, il y a le style interne, c'est-à-dire par exemple pour moi c'est plutôt un mélange de franco-belge et de manga américain. Enfin, c'est au carrefour de plusieurs choses. Donc ça a des codes aussi.
des codes imbriqués dans. Enfin, c'est des poupées russes en fait, vraiment. Et après, moi, faisant du noir et blanc, je prends mon cas parce que c'est celui que je connais, mais en fait, vous pouvez faire l'exercice avec n'importe qui. Le noir et blanc impose des codes aussi bien à lui. La forme de la bande dessinée finale impose des codes. L'artiste impose des codes aussi. Donc en fait, il y a un nombre d'imbrications d'exigences. Enfin, d'exigences, c'est fort comme mot, mais euh, on s'impose un nombre de prérequis qui est immense. Euh, Moi, il y a des fois, ça, ça me prend quand je suis fatiguée, mais il y a des fois, j'ai juste envie de faire un truc à la One en fait. J'ai envie de faire un truc où je fais vraiment le niveau minimal, vraiment ce que je fais pour mes storyboards, et juste faire une histoire comme ça. Parce que, je vous jure, c'est c'est pas que c'est pesant, mais quand on utilise toujours les mêmes codes, il y a un moment donné où on s'empâte un peu. Euh, et je trouve que... Alors moi je suis assez contente de pouvoir avoir Tomorrow et Ligaré en même temps. Et je pense que c'est important d'avoir plusieurs sujets en même temps, pas forcément au même niveau de finition, mais en tout cas pour le ciboulot, c'est pas mal. Et vraiment, c'est des langages qui sont essentiels à conscientiser, mais tout le monde n'a pas envie de faire cet exercice-là parce que c'est un peu, j'allais dire c'est un peu de la branlette, c'est un peu vulgaire de dire ça, mais ce que je veux dire c'est que il y a ce moment où il faut pas non plus se poser trop de questions. Euh, des fois c'est mieux d'arrêter de se poser des questions, de faire et de recommencer si ça marche pas, que de continuer à se prendre le chou sur des micros arrangements qui n'existent pas encore, puisque du coup la chose n'est pas créée, donc vous avez zéro base pour avancer. Euh, et en l'occurrence, toute cette question de plan, c'est bien de se poser la question, mais c'est mieux de le faire en fait. C'est mieux de tester des trucs et du coup d'avoir le réflexe de le faire entre guillemets correctement du premier coup. Une fois que vous en avez fait 4-5 et que vous vous êtes dit ok, moi mon truc c'est plutôt la désaturation, c'est plutôt un trait noir plus épais, c'est plutôt faire un peu des trames autour, c'est plutôt patati patata, bref vous faites votre tambouille, hein, ça vous regarde. Mais enfin, une chose en entraînant une autre. Finalement, c'est à vous de décider où est-ce que vous mettez le curseur dans la conscientisation de ce que vous créez. Euh, c'est bien de le savoir, c'est bien de le faire, mais c'est pas primordial. C'est pour ça que je parle de mon espèce d'obsession de faire un truc à la one, vraiment un truc sans préparer un scénario, sans juste un truc qui coule, qui n'a pas forcément du sens, mais de s'amuser avec le et après il se passe quoi, et après il se passe quoi, et après. Peut-être un jour je ferai ça, un jour où je serai entre deux trucs, peut-être un jour ça popera, je vous le dirai pas. Je créerai un compte et je ferai ça en solo. Ah bref, bah, ça n'existe pas encore. Si jamais ça existe, oui, je vous en parlerai. Quand est-ce que je vous en parlerai? J'en sais rien. Mais, mais c'est bon aussi de temps en temps de se séparer de ces prérequis-là pour la création. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se mettre beaucoup de règles. Euh, c'est bien. Moi j'aime bien les règles. Ça permet d'aller plus loin dans sa créativité. Des fois c'est un peu pesant. Voilà. Donc des fois c'est bien juste de faire n'importe quoi sur une feuille et puis après de revenir faire l'enfant sage sur une planche de bande dessinée en ayant l'air de savoir ce qu'on fait depuis le début. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut pas oublier de s'amuser parce que c'est surtout ça. Qu'il y ait des trucs qui chafouinent un peu, qu'il y ait des mauvais raccords, c'est pas grave en vrai. Euh, je pense que c'est des choses qui viennent avec le temps et le fait de se relire après quand on a fini un projet et de se dire ah là ça chouine un peu, ça aurait pu être mieux. Je sais que par exemple dans Ligaré, il y a des fois je fais souvent des sets de 10 pages et en relisant mes sets de 10 pages
terminé, je me dis putain, mais là en fait il me manque une case. Et du coup je recrée une case en plus. Voilà. Donc typiquement la case où Balam se retourne euh, quand il a retrouvé Mary là il y a pas longtemps, ça c'est une case qui n'existait pas. Il était censé se lever d'un coup en fait. Mais je trouvais ça sympa de faire la référence avec la première fois où on voit Balam et de prendre ce recul-là, de prendre ce temps-là. Alors est-ce que je pense pas du coup on a capté, mais moi ça me faisait plaisir. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura interpellé. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donnez vos suggestions aussi de séparation de plans dans les commentaires, parce qu'en fait, en vrai, moi j'ai parlé de trucs, mais ça se trouve, il y a des trucs que j'ai oubliés. Bien sûr, évidemment, on a tous des façons de créer qui sont différentes. Voilà. Partagez, en gros. Hein. Bref, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.